Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, mon cher Kira, cette semaine ? Bonjour Sid, bah écoute, ça va très bien cette semaine, j'ai pas mal de jeux, de quoi m'occuper. J'ai reçu mon Space Marines, ça y est, Warhammer, enfin. J'ai fait le tuto, donc je t'attends avec impatience lundi pour pouvoir lancer la campagne. Tu l'as eu en avance, du coup. Bah en fait, il y avait un early access de 4 jours avec l'édition de luxe. J'ai reçu ma manette Astrobot tout à l'heure, là, il y a quelques minutes. Elle est toute belle et tout, c'est trop cool. J'ai fini The Casting of Frank Stone. Tu sais, c'est le jeu Supermassive Games. T'avais fait une news dessus, en fait, dans l'univers de Dead by Daylight. Donc ça y est, je l'ai fini, ça sera une de mes prochaines chroniques. Et bah j'ai quasiment fini Darksider 1, donc toi j'avance pas mal, moi je fais pas mal de petits trucs à droite à gauche. Pas mal, t'es bien. Moi donc j'ai reçu ma manette aussi comme toi aujourd'hui, donc j'ai hâte de la déballer et de la tester. J'ai pas encore eu le temps, j'avais une chronique à écrire, hein, figure-toi. À terminer d'écrire du coup. Mais par contre Astrobot, je suis en train de le poncer vénère, donc très cool. Pareil, chronique qui va arriver. Je vais t'étonner, j'ai testé un jeu aussi qui est débarqué sur le PS Plus, Quidditch, je sais pas quoi, Harry Potter. Ah oui, j'ai juste lancé, j'ai fait le tuto et j'ai arrêté. Et bah moi franchement j'ai passé une excellente soirée dessus, je me suis bien amusé, en multi. En multi, ouais, c'est peut-être mieux du coup. En multi, ouais, c'était très sympa, on a bien rigolé, assez technique et tout, alors que moi je suis très imperméable à l'univers Harry Potter. Donc bonne surprise, et au jeu de sport en plus, donc c'était vraiment le combo pas parfait. Et j'ai vu comme toi Alien Romulus, et voilà, c'était nul. Voilà. T'as tout dit. Donc c'est beau par contre. Tu demandais, oui, c'était joli. Et tu demandais dans la chronique pour qui ça s'adresse finalement. Et ben c'est vrai que c'est dur à dire parce que les fans comme toi ont pas trop aimé visiblement, à part certains comme toujours. Les non-initiés comme moi ont rien compris. Donc c'était une expérience particulière. Ouais, je comprends tout à fait. Mais bon, un gros programme nous attend cette semaine. Il y a du lourd. L'émission va être assez dense. Dis-nous tout, Kira, on t'écoute. Alors déjà, pour commencer, on va parler des 30 ans de PlayStation, donc bon anniversaire PlayStation. Ensuite, on va parler de Black Myth Wukong. On va parler également de Star Wars Outlaws, pour changer. Derrière, ça sera la chronique, le test, de Elden Ring Shadow of the Ent-Tree. Et pour terminer, je vais vous parler d'une saga de manga que j'aime beaucoup, une collection du moins, donc sur Lovecraft. Donc ça s'appelle Les Chefs-d'œuvre de Lovecraft. Bon, et on l'avait promis, un gros programme, grosse émission, on espère évidemment qu'elle va vous plaire. Ça va pas être l'émission du fun, hein. Il y a beaucoup de travail en plus derrière cette émission. Et Kira, tiens, peux-tu répondre à une petite question avant même le générique ? Comment on peut soutenir la Taverne du Gamer ? On nous demande souvent ça. Alors, la meilleure façon de nous soutenir, c'est tout simplement de mettre 5 étoiles aux applications de podcast, donc Apple, Spotify, Amazon Podcast, enfin toutes les bonnes crèmeries de podcast en tout cas. On est quasiment arrivé à 200 notes, donc c'est très bien. Si vous pouvez continuer, ça fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup au référencement. N'hésitez pas également à partager les épisodes. J'ai reçu certains messages dernièrement de personnes qui se sont fait partager les épisodes par des amis, ils ont beaucoup apprécié. Donc merci, ça nous touche beaucoup en tout cas, et ça va vraiment être la meilleure solution. Après, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, un petit peu partout, quoi. Pas sur TikTok parce qu'on est des boomers, mais... Et bien sûr, le formulaire du site web où là, vous nous envoyez vos petits messages et puis on vous les passe dans l'émission directement. Et bien sur ces bonnes paroles pleines de sagesse, je te propose qu'on attaque. C'est parti. Parler de Black Myth Wukong, donc sorti le 20 août 2024 sur PC et PlayStation 5. Le titre de Game Science a rapidement conquis le monde du jeu vidéo. En moins de 3 semaines, le jeu a atteint des ventes impressionnantes de 18 millions d'exemplaires. Ce chiffre dépasse même les ventes initiales de titres emblématiques comme Zelda, TOTK ou Elden Ring, ce qui montre quand même la force de frappe du marché chinois, hein, qui est un marché qui est pas négligé. D'ailleurs, ça fait un peu un pont avec ta news que tu avais fait précédemment où la PlayStation 5 était tombée en rupture là-bas. Exactement. Donc je pense que là Sony doit quand même pas mal se frotter les mains.
Mais ce n'est pas tout. Game Science a récemment annoncé qu'un DLC était en préparation, donc inspiré du modèle à succès de Elden Ring. Donc c'est un beau modèle, concrètement, et qui promet d'ajouter encore plus de contenu narratif. Donc il n'y a pas de détails complémentaires pour le moment, mais bon, bien sûr, on vous tiendra informé. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'avec un tel succès commercial et critique, et sachant que le jeu est sorti en full dématérialisé, en plus, il n'y a pas de version boîte encore, le jeu se positionne quand même comme un sérieux prétendant au titre de GOTY 2024. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense. Je suis d'accord avec toi. Les certitudes de ce premier semestre en termes de jeux de l'année vont être un petit peu bouleversées, je pense, par les sorties Black Myth Wukong, Astro Bot, peut-être une bonne surprise avec Indiana Jones. Ouais, j'y crois pas trop, même si je l'achète en collector, je t'avoue. Il y a aussi prétendant Silent Hill, mais moi je crois vraiment pas qu'un survival horror sera un jour un GOTY, mais après pourquoi pas. Mais en effet, je suis plutôt de ton avis. Black Myth Wukong, on le verra, je pense, dans les nominés. Astro Bot aussi, Final Fantasy VII, Rebirth très certainement. Est-ce que il y aura le DLC, l'extension d'Elden Ring ? Ça a été un débat qu'on avait ouvert d'ailleurs, qu'on avait discuté ensemble. Mais je suis de ton avis et je suis très content encore une fois de voir ce jeu cartonner parce que c'était une nouvelle licence et moi j'aime bien quand il y a des nouveautés comme ça qui percent plutôt que des réédits de ce qu'on a déjà un petit peu connu. Exactement, parce que je vais la jouer un peu stratégique sur le coup. Je me dis que Black Myth Wukong, en fait, c'est une proposition d'un studio chinois, donc ça peut être intéressant de les valoriser en fait en leur donnant le fameux trophée. Pareil pour Astro, donc c'est une exclu Sony, d'accord, mais ça reste un jeu de plateforme et de mémoire, ça serait le premier jeu de plateforme qui serait vainqueur également, donc pourquoi pas. Donc moi, je mettrais quand même ma pièce sur ces deux-là, je t'avoue. Continuons avec PlayStation qui fête ses 30 ans, donc comme moi, à quelques années près. Quelques années, 6 ans près. Non, ça va, ouais, 6 ans près. Donc, actualité tout fraîche en provenance du PlayStation Blog, et vous savez que j'aime bien choper les infos dessus. Donc là, c'était un billet qui était rédigé par Isabelle Tomatis, donc la vice-présidente marketing du groupe. Et donc oui, déjà 30 ans, c'est quand même assez fou de se dire, rappelle-toi du jeune Kira et du jeune Sid avec la PlayStation 1, et moi et mes PlayStation Magazine, puisque j'avais pas le droit d'avoir des jeux complets. Ça date, ça commence un petit peu à dater. Et donc fort de cet héritage, évidemment PlayStation va surfer là-dessus. C'est le moment de mettre en avant tout l'aspect marketing nostalgique et de fêter son anniversaire. Après, c'est des festivités que l'on aime bien. Et ils ont annoncé une première salve de petits événements qui vont couvrir ces 30 ans. Le premier, ça se prénomme, ouvrez les guillemets, Mon premier GT, donc pour Gran Turismo. Donc ce serait une expérience gratuite, disponible pour tous les joueurs de PlayStation, qui a un but, et ils le disent très ouvertement, c'est d'emmener les joueurs vers l'achat du jeu Gran Turismo 7. Pour l'instant, on ne sait pas trop donc, ce qu'ils vont faire avec, je cite, « Cette version à venir comprendra certainement des voitures, circuits, événements qui vous feront revivre avec nostalgie la passion de votre toute première expérience Gran Turismo. » Donc voilà, nostalgie, on pourra tester des choses. On a juste vu une affiche en fait avec une Lamborghini Countach LP400 d'ailleurs. Je suis allé vérifier parce que je pensais que c'était elle et je suis quasiment sûr que c'est elle, donc vous me direz si je me suis trompé. Et petite fun fact, Kira, donc très belle Lamborghini qui date des années 80-90 je dirais. Et, c'est la rouge là, c'est ça ? C'est la rouge et Hideki Kamiya, dont je parle souvent, le boss de Platinum Game, sur sa vidéo où il a dit bye bye au studio, il sortait d'un parking avec cette même Lamborghini. Donc, qui dit que... Je sais pas, après voilà, c'est moi qui ai fait un raccourci, mais en tout cas c'est marrant que ce soit la même Lamborghini, qui vaut d'ailleurs à peu près 1 500 000, donc Platinum Game, Bayonetta ça rapporte. Les femmes en cuir à lunettes et brunes, ça rapporte toujours. Ah bah ça... En tout cas, voilà, c'est petite fun fact. Est-ce qu'il y aura une corrélation ? Je ne pense vraiment pas, mais c'était rigolo de le mettre en avant. C'est marrant, ouais. Ils vont aussi mettre à disposition des bandes-son du jeu de plein de jeux sur Spotify, donc God of War 1, 2, Ghost of Sparta, Twisted Metal Black, Unit 13, un autre jeu aussi que j'ai plus en tête. Donc dispo sur Spotify. Ils vont créer aussi des playlists. Donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode où il y a une playlist de plein de musiques de jeux PlayStation dispo gratuitement sur les plateformes. Enfin, Spotify, ils mettent vraiment beaucoup en avant Spotify, donc je sais pas si ce sera sur Apple Music et autres, mais pareil, ça c'est toujours sympa. Et pour terminer, Apple Music, je vois.
Amazon Music, Apple Music aussi. Ouais, bon, tu vois. Et pour terminer, le week-end du 21-22 septembre, donc le week-end prochain, vous pourrez jouer à tout un tas de jeux multijoueurs, NBA, des jeux de sport surtout. Pas Concorde. Pas Concorde, non, pas Feu Concorde. Tekken 8, Guilty Gear, enfin pas mal de petites choses, sans PS Plus, donc gratuitement, vous pouvez vous inscrire à un tournoi aussi, donc petit événement e-sport sympathique. Et enfin, ils vont ouvrir une boutique de goodies, enfin la boutique existe déjà, mais 3 goodies, Shape of Play, donc il y aura un jeu de société, il y aura un petit morpion aimanté, pas la bête, hein, pas le morpion. Pas nuisible quoi. Ce serait un peu embêtant pour vous, non, c'est des sachets de morpion. Ouais. Non là, c'est vraiment le morpion. En plus, ils sont plutôt jolis et tout sur les thèmes avec un visuel qui rappelle les premières consoles et tout. Donc des petits goodies qui seront évidemment payants, mais sympathiques à découvrir sur la boutique. Donc voilà pour les premières annonces en termes de festivités. Il y en aura d'autres évidemment, et ils ont dévoilé très subtilement dans le logo des 30 ans, on voit visiblement le design de la PS5 Pro. Qui ressemble à une boîte d'Adidas. Qui ressemble, ouais, tout le monde dit ça. Après, j'achète pas d'Adidas, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'était assez rigolo de le distiller comme ça. Moi, j'aurais kiffé vraiment que le design de la PS5 Pro, on le retrouve dans Astro Bot. Tu vois, ça aurait été très cool qu'ils le mettent dedans. C'est possible, hein. Bah écoute, là, je pense que beaucoup de gens ont terminé le jeu et ça aurait déjà fuité. Mais en tout cas, moi j'aurais fait ça en boss de fin. Bim, t'avais le visuel de la PS5 Pro, ça aurait été un coup marketing incroyable, tu vois. Ouais. Bah déjà, sortir Astro Bot pour les 30 ans de la console, c'est cool. C'est quand même un jeu qui est quand même très fan service, mais du bon fan service sur l'univers de Sony. On l'avait vu avec Astro Playroom. C'est vraiment le jeu qu'il fallait sortir cette année. Et c'est vrai, comme tu dis, pourquoi pas. Après, tu sais, quand ils ont fait les mises à jour d'Astro, au début, tu n'avais pas le PlayStation VR 2, tu n'avais pas les accessoires qui sont sortis après, comme la manette pour les gens en situation de handicap, et ils les ont rajoutés dans le jeu derrière en allant les rechercher justement. Donc, enfin, du moins sur la tirette, en tirant les petites boules, les gachas, voilà, c'est le nom que je cherchais. Et pourquoi pas, ça se trouve, c'est peut-être caché quelque part ou quoi, on sait pas. Ouais, ce serait pas mal. Alors, un petit DLC gratuit qui sort le jour de l'annonce, où t'as une galaxie où tu peux aller voir le visuel de la PS5 Pro. En tout cas, je pense que il faut le faire, ça. En tout cas, c'est vraiment, ils ont le filon avec Astrobot qui est ultra basé, comme tu dis, sur la nostalgie, sur l'image de l'entreprise, l'image de la marque, tout ce qu'elle véhicule, etc. Donc, il faut le faire. Ces 30 ans aussi, ces festivités, c'est pas mal. Moi, j'ai regardé ce qu'ils avaient fait pour les 20 ans d'Xbox. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour les 20 ans d'Xbox ? Je me souviens plus du tout. Ils avaient sorti une manette. Parce que Xbox, ils sortent pas de jeux, mais ils sortent des manettes. Non, c'est vrai que niveau manette, ils en ont. Je taquine. Et en plus, franchement, elle est trop canon. C'est une des plus belles manettes que j'ai vues. J'ai regardé comme ça sur Internet les 20 ans d'Xbox. Donc, il y avait la manette. Et très sympa, très jolie et tout. Donc, plutôt cool. Donc là, il faut s'attendre de toute façon à ce que Sony en fasse davantage. Là, ils ont fait une première salve d'annonces, mais ils disent bien dans ce billet qu'il y en aura d'autres annonces. Là, c'est qu'un petit préambule. Oui, puis c'est l'occasion de fédérer les gens autour de la marque, qui sont déjà bien acquis, faut dire ce qui est, mais derrière aussi, ça permet de valoriser les joueurs et surtout de titiller la fibre nostalgique des plus anciens. Oui, t'as raison, le sentiment d'appartenance à une marque est dans le marketing actuel ultra important, et Sony, de toute façon, l'ont bien compris, et on peut leur reprocher plein de choses à Sony, mais capitaliser, et d'ailleurs ça peut être un reproche, capitaliser sur la sympathie que les gens ont vis-à-vis de la marque. Oui, non, mais ce capital sympathique, les gens ont acquis avec le temps, Sony sait parfaitement l'utiliser. Encore une fois, à bon ou mauvais escient, on va pas faire le débat forcément, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de leur patrimoine et ils auraient tort de s'en priver. Nintendo aussi ne s'en prive pas, évidemment. Tu sais, mais moi, je suis pas le plus grand adepte de la marque PlayStation. J'ai commencé Astro la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus, je l'ai fait en 2 soirs. Et vraiment, je me suis éclaté à récupérer toutes les petites pièces de musée et tout pour avoir accès à mon musée virtuel, aller justement taper dans toutes les machines pour pouvoir voir un petit peu ce que ça fait, voir certains bruits d'époque et tout, même une scène avec un fameux tyrannosaure qui était en écran de veille. Oui. Enfin, moi, je sais que j'ai passé un excellent moment et ça a complètement fonctionné chez moi, donc je pense que les gros fans hardcore, eux, ils ont dû avoir le chibrax bien mis en évidence. Tu parles de l'Astro qui est gratuit dans la PS5, du coup. Toi, tu parles pas de... Oui, c'est ça, Astro Playroom, tout à fait. Que j'avais beaucoup aimé aussi, vraiment très sympa. En plus, c'était gratos, donc
plutôt cool. C'est vraiment une très belle démo technique parce que c'est à ce jour en tout cas le jeu pour moi qui a le plus de rendu au niveau de la DualSense déjà. Et derrière aussi, c'est vrai que j'aime les jeux de plateforme mais j'en ai pas fait depuis longtemps parce que ça a pas été ma cam pendant un certain temps et en ce moment, on va pas dire que je me cherche un peu, mais en ce moment j'essaye de jouer à des propositions différentes, des jeux que je joue que je joue forcément moins. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de relancer plein de jeux de plateforme en fait. Donc là je suis chaud bouillant en tout cas. Écoute, bon courage pour trouver le petit Kira qui sommeille en toi. Je suis certain que tu vas te trouver des nouveaux attraits, le nouveau mon Kira, cher Kira. comme le Beaujolais, tu sais. Ouais, le nouveau Kira. le Kira 2024. Je le sens très ouvert, celui-ci. Non, je le sens bien. Star Wars Outlaws, donc selon un rapport de Reuters, je sais pas comment ça se dit, Reuters, enfin c'est pas très joli, Star Wars Outlaws n'a pas réussi à atteindre les objectifs, enfin du moins les attentes d'Ubisoft en matière de vente. Initialement, les prévisions de vente étaient de 7,5 millions d'unités, et selon les estimations de l'Institut JP Morgan, ils les ont réduits aux alentours de 5,5 millions d'unités pour l'exercice fiscal en cours. Donc c'est une baisse des prévisions de vente qui pourrait avoir plusieurs implications pour Ubisoft. Donc d'une part, cela pourrait affecter les revenus de l'entreprise, forcément pour l'année fiscale en cours. D'autre part, cela pourrait également influencer les décisions futures concernant le développement et le marketing de jeux de la franchise Star Wars. C'est vrai que dernièrement, Star Wars est un peu cassé, que ce soit au cinéma, en série télé. Il y a les 2 jeux de Jedi qui sont très très bien vendus, mais pour l'instant c'est une semi-déception. Bon après, le Noël n'est pas encore passé, ça peut encore changer. Là où ça reste malgré tout intéressant, c'est que ce fut le même cas l'année dernière pour Avatar, qui fut un échec aux yeux d'Ubisoft, et ils ont eu le même bout en fait, une semaine après la sortie, ils ont dû baisser leurs prévisions et le jeu a baissé de prix assez rapidement. En parallèle, Ubisoft a également subi une chute significative en bourse, donc le cours des actions Ubisoft a récemment chuté de près de 20% après l'abaissement de ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024. Cette dégringolade est attribuée à la détérioration des conditions macro-monétiques, donc là c'est un petit peu technique, et des prévisions de vente décevantes, donc notamment ce fameux Star Wars. Donc il sera intéressant quand même de voir comment Ubisoft réagira à cette solution et quelles mesures seront-ils prises pour améliorer les ventes de Star Wars Outlaws. Moi je vois quand même une baisse de prix pour le Black Friday. Peut-être le mettre à 49€ éventuellement, mais voilà, donc si vous êtes intéressé par Star Wars et que vous n'êtes pas un gros fan hardcore, peut-être patienter un petit peu. Tu sais, donc ouais, c'est intéressant malgré tout, c'est 6000 échecs. Après, c'est pas. J'avais lu le rapport aussi de Reuters, pareil, je sais pas trop comment on dit, mais il se base sur des sources du magazine Forbes, qui est plutôt fiable, mais on ne sait pas, tu vois, c'est pas on attendra les chiffres officiels. Moi, je considère que toujours maintenant, et j'ai peut-être tort, mais de plus en plus, en tout cas, les jeux sont faits pour être vendus sur la durée. Tu vois, un Black Myth Wukong qui fait 18 millions en 3 semaines, c'est pour moi une anomalie. C'est rare, ouais. Bah ouais, c'est rare, et je pense qu'il faut davantage capitaliser sur les jeux sur la durée. Il y a Noël qui va arriver. Après, je trouve la fenêtre de sortie, moi, un peu bizarre pour ce Star Wars, malgré tout. Ils ont voulu le balancer, je pense, avant toutes les grosses sorties de fin d'année, quoi. Il sort juste avant Assassin's Creed, le prochain, donc les deux. Ouais, 2 mois avant. Les deux sont très rapprochés, donc les fans de Ubisoft, peut-être qu'ils vont garder un peu leurs sous. Acheter 2 jeux comme ça d'affilée, ça coûte de l'argent malgré tout. Ça sort en même temps qu'Astrobot, et c'était garanti que ce serait un énorme succès commercial. Ça sort en même temps que Black Myth Wukong, c'était plus difficile pour eux de doser, mais je trouve la fenêtre un peu bizarre. Moi, j'aurais sorti avant l'été, mais peut-être qu'il n'était pas prêt. Dans tous les cas, je me demande aussi quelle est l'implication du service Ubisoft Plus dans le volume de vente. Parce que beaucoup de gens, et je crois que c'est ton cas, Kira, ont pris Ubisoft Plus un mois, 17,99€, et tu te désabonnes au bout d'un mois, et voilà, ton jeu, tu l'as payé, entre guillemets, loué 17,99€. Donc c'est forcément pas la même rentrée d'argent. Donc moi, je suis vraiment très sceptique sur ce service d'Ubisoft. Surtout qu'en plus, moi, je serais surtout curieux de voir les gens qui ont pris un abonnement Ubisoft Plus, c'est le taux de complétude de jeu. Le taux de rétention, ouais. Et puis combien de temps ils restent sur la plateforme aussi. Ouais. Alors, il y a ça également, mais surtout, est-ce que les gens ont essayé le jeu et sont passés à autre chose ou pas? On l'a vu sur le Game Pass, quand tu regardes sur le Game Pass, il y a énormément de succès qui sont bloqués. On voit souvent que sur certains jeux, c'est les succès de début de jeu, et puis après, il y en a de moins en moins. Et au final, si les gens prennent le jeu et sont déçus pour X ou Y raison, et finalement n'y retournent plus derrière, en fait, voir, c'est ce qui permettra de voir si le jeu est un échec ou pas. Et ça, c'est pas le genre de choses qu'ils vont communiquer, tu vois.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, je serais très curieux de savoir l'implication de ces services parce que c'est finalement quelque chose avec le Game Pass qu'on n'a jamais vraiment réussi à mesurer parce que Xbox a toujours été très opaque. Et moi, j'étais toujours intimement convaincu que ça aidait pas. En tout cas, ça favorisait pas la vente des jeux. Et peut-être que Star Wars en a fait les frais. Je ne sais pas, c'est ma simple hypothèse, mais basée sur un ressenti, il n'y a rien de factuel derrière. C'est possible, parce que moi je vais prendre l'édition Gold de Star Wars, donc pour pouvoir l'avoir et le tester dans les bonnes conditions. Au dernier moment, j'ai un peu fait machine arrière, parce que les dernières vidéos de gameplay m'avaient un petit peu refroidi. Donc je me suis dit, je vais le tester un mois avec le Ubisoft Plus, et puis s'il me plaît, je l'achète derrière, ou alors j'attendrai une baisse de prix, tu vois. Mais ça permet aussi d'essayer les jeux, et je pense que je ferai pareil pour l'Assassin's Creed. J'avais précommandé l'édition collector, et également, il y a 2-3 trucs qui m'ont saoulé dans le Star Wars, et dans les vidéos de gameplay que j'ai vues du Assassin's Creed. Je me dis, bon, je préfère attendre peut-être d'avoir un jeu, encore une fois, peut-être aussi optimisé. Tu dis souvent que c'est peut-être mieux d'attendre qu'un jeu soit patché, sorti, pour pouvoir le jouer et éviter le Day One. Bah, c'est aussi à ça que sert ce genre d'abonnement, je pense. Ouais, t'as raison. Moi, c'est vrai que j'ai cette posture-là maintenant d'arrêter le Day One, à part... Voilà, cas exceptionnel, Final Fantasy, enfin les trucs vraiment qu'on kiffe, Indiana Jones, tu le feras Day One, quoi. Mais sinon, pour les jeux plus popcorn, tu vois, les jeux que tu cales entre deux sessions, que t'as envie vraiment popcorn, quoi, un peu comme un film que tu regardes chez toi tranquille sur Netflix. C'est ça. Bah, ces jeux-là, moi, j'ai plutôt tendance à décaler et les faire un peu plus tard quand je suis sûr que le jeu est stable, etc. Donc enfin voilà, moi je suis encore une fois circonspect de la fenêtre de sortie du jeu et en même temps de l'implication du Ubisoft Plus dans ce simili-échec. Surtout aussi, moi, ce que je vois, c'est le nombre de personnes maintenant qui vont attribuer d'éventuels jeux cassés à une marque, tu vois. Est-ce que des gens vont pas se dire, bon, bah, c'est Ubisoft, bon, je donne Ubisoft en exemple, hein, mais il y en a d'autres, bien sûr. C'est Ubisoft, le jeu est buggé, je vais pas l'acheter Day One, donc je vais attendre, et là, ça pourra peut-être favoriser, du coup, les gens qui sont prêts à tester les formules d'abonnement. Donc ça va aussi, malheureusement, je pense, on va pas dire dénigrer, mais dévaloriser le jeu et l'objet en lui-même. Et ça, c'est le problème de sortir des jeux qui sont souvent flingués au début. Là, on voit en ce moment, il y a un cas d'école avec Test Drive où les gens n'arrivent même pas à se connecter pour jouer, tu vois. Et je me dis que ça, c'est aussi le retour de bâton qu'ils peuvent avoir avec ce genre d'abonnement. Complètement. Tu as bien raison. Et du coup, c'est moi qui enchaîne, c'est vrai. Ouais, c'est toi. J'attendais. J'étais bien là, j'attendais. J'attendais que tu me fasses la conversation, mais non, c'est à moi de parler. Donc oui, on enchaîne sur la chronique, Kira. En plus, gros morceau, faut que je sois réveillé. Là, j'ai un petit peu mal à la tête, j'ai pas de chance aujourd'hui. Donc, c'est l'extension d'Elden Ring. Comment elle s'appelle, Kira, l'extension? Tu peux nous refaire le nom? Shadow of the Entry. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai quand même amélioré mon accent, hein. Je speak bien ouais, English. Franchement, c'est convaincant. C'est convaincant. C'est plus con que vaincant, mais oui, ça. L'extension donc du GOTY 2022, donc Elden Ring a obtenu la fameuse récompense, donc le jeu de l'année. Il a aussi eu la meilleure réalisation, la meilleure direction artistique et le meilleur RPG. Et tout ça, je lui concède pour cette année 2022. Je suis plutôt de cet avis. Déjà 2 ans d'ailleurs que Elden Ring est sorti. J'ai l'impression que ça a changé la vie de beaucoup de joueurs. ouais, a changé. Ouais, c'est vrai que la vie et l'industrie. Je pense, tu vois, From Software, pour moi, c'est l'éditeur moderne qui a le plus bouleversé le monde du jeu vidéo contemporain. Et donc, outre, c'est un peu ce que je disais dans mon intro d'ailleurs, outre le fait que le jeu a d'énormes qualités, il a réussi aussi l'exploit de rendre les Souls-like plus accessibles, en tout cas les jeux From Software et l'aura qu'on lui connaît encore plus accessibles au grand nombre. Non pas en rognant sur la difficulté, même si je suis parfois un peu dur avec Elden Ring, mais plutôt en offrant, je trouve, un système de progression aux joueurs un peu plus souple, avec les invocations, un monde ouvert plus organique. On peut farmer, ce qu'on pouvait difficilement faire dans les autres jeux. Donc bref, ils ont activé quelques leviers pour faire rentrer leur formule dans les standards du jeu vidéo actuel, et ils ont très bien réussi. Grâce à Hidetaka Miyazaki, donc le patron iconique de From Software. Mais on n'avait pas fait, nous, de chronique d'Elden Ring sur la taverne, puisque le jeu est plus vieux que la taverne du gamer. Donc là, on va parler de l'extension ensemble au travers des 3 piliers fondateurs du jeu de base. Comme ça nous permet en même temps de se balader dans le royaume des ombres, qui est l'extension, en passant aussi par le royaume de l'Entre-Terre, qui est le monde de base d'Elden Ring. Donc voilà, on chevauche notre torrent et je te propose qu'on y aille, mon cher Kira. Musique ? C'est parti.
Elden Ring, nom qui résonne dans la tête et le cœur de beaucoup de joueurs qui l'ont parcouru, comme tu le disais. Il laisse vraiment pas indifférent, ce jeu il a beaucoup bousculé. Il bouscule, je trouve, le joueur, il l'entraîne, le forge, nous pousse aussi à toujours être... comment je peux dire, explorer ces terres de l'Entreterre, justement. Nous sommes des archéologues. Nous sommes des archéologues, c'est vrai, d'outre-tombe, un peu comme il faut bien l'admettre. Faut pas imaginer de l'Indiana Jones, faut plutôt imaginer... voilà. Beetlejuice avec un chapeau. On va dire ça. Mais pourquoi je parle tout de suite d'exploration ? Parce qu'en fait, pour moi, un des premiers grands piliers d'Elden Ring, c'est son système de progression, d'exploration. Et j'englobe un peu la direction artistique là-dedans, mais en tout cas, tout ce qui nous encourage à parcourir ce monde. Et c'est par ce premier prisme qu'on va parler un petit peu du DLC. Mais d'abord, parce qu'en plus, le DLC, Kira, c'est par ce biais-là, je trouve, qu'il se différencie le plus du jeu de base, par l'exploration. Mais avant, parlons un petit peu de l'exploration d'Elden Ring, pour replacer les grands principes. C'est pour moi, et tu me diras, mais son plus grand point fort à Elden Ring, c'est toute la partie qu'est-ce que le jeu impose aux joueurs finalement ? C'est déjà de survivre, il y a de multiples dangers, et je crois que je suis plus mort dans les ravins que par les ennemis, je sais pas toi Kira. Ça, moi les ravins, j'ai pas eu trop ce problème, tu vois. Ah, moi je suis ravin. Moi là, dès qu'il y avait un gouffre, j'essayais de... Non mais ça passait jamais. Enfin bref. Donc il y a des multiples dangers, on meurt énormément. On explore un vaste monde, parce que Elden Ring offrait ça, le monde ouvert, si je puis dire. On est en totale liberté, à dos de monture en plus, c'est ce qui était original pour les jeux From Software. Et en plus, une monture qui se manie bien. Ouais, très agréable, avec qui on peut faire un demi-saut et tout, qui permet de temporiser si on tombe, de pas mourir. Et aussi de fouiller, parce que moi, c'est vraiment, tu parlais d'archéologue et tu as bien raison. Pour moi, c'est tout simplement l'attrait principal qui fait qu'on lâche jamais la manette et qu'on rend le jeu très addictif. Ce fameux sentiment de satisfaction que l'on ressent en découvrant des choses cachées, qu'on est gratifié d'une nouvelle arme, on trouve un petit donjon, on se dit c'est un petit donjon, allez, une demi-heure, on va le faire. Et sorti du donjon, enfin bref, je pense qu'on est tous tombés dans les mêmes embrouilles, failles spatio-temporelles à la Elden Ring. Donc pour schématiser vraiment, pour ceux qui connaissent pas, on rentre dans des zones avec le nom d'ailleurs qui s'affiche bien sur l'écran pour te dire voilà, t'es rentré ici, et au détour de tout ce qu'on va rencontrer d'ennemis, la fin de la zone se matérialisera très régulièrement par un fameux mur de fumée. Et quand on le voit, ce mur de fumée, on ressent tous les deux, je crois, tout le temps la même chose, mon cher Kira. Moi, je sens que je vais m'en prendre plein la gueule, surtout. Quand je vois le mur de fumée, je suis à tout à l'heure. Exactement, c'est ça en fait la promesse de rentrer dans ces zones, c'est de l'exploration, on va trouver plein de choses très cool, on va découvrir, et surtout, il y a ce moment où tu arrives et t'as le boss qui est caché derrière ce mur de fumée que tu vas traverser, et là on meurt en boucle, mais on est là pour ça. Mais avant de parler des boss, j'en reparlerai un petit peu après, mais en tout cas des dizaines et des dizaines d'heures à fouiller. Il y a des faux murs, il y a des donjons, il y a des mini donjons parfois génériques, des environnements d'une très grande richesse. Moi, les petits défauts que je trouvais à Elden Ring, par contre, c'est que malgré le génie de From Software, il y avait du remplissage, et certains donjons étaient génériques, certains donjons se ressemblaient. Il y avait même des boss où c'était juste des swaps de couleurs. Donc voilà, c'est quand même plus subtil que dans beaucoup de mondes ouverts. Mais moi, j'ai trouvé ce défaut où ça parfois tirait un petit peu en longueur, mais largement contrebalancé par la qualité des environnements, la direction artistique, dark fantasy ultra tourmentée, de la fantasy à la Tolkien ou d'autres inspirations, d'ailleurs, on en parlait juste avant. Enfin, moi, ça a vraiment été un régal pour les yeux, cette partie exploration, et ce sentiment, comme je disais, d'être gratifié à longueur de temps, c'était génial. Moi, ce que je trouve, c'est que Elden Ring même From Software a redéfini le monde ouvert en fait. Depuis que j'ai joué à Elden Ring, en fait, les jeux en monde ouvert m'agacent, me saoulent, parce que je m'aperçois que certains mondes ouverts sont devenus très archaïques en fait, avec beaucoup de quêtes de remplissage de type FedEx par exemple, avec énormément de points d'intérêt sur la carte, ou voire même avec des cartes mal optimisées. Quand j'arpente l'entreterre de Elden
Elden Ring en fait et que j'ai ma carte qui est débloquée au fur et à mesure, j'ai vraiment cette impression, comme tu dis, d'être un archéologue, et c'est moi-même qui vais mettre mes points d'intérêt sur la carte en fonction de ce que j'ai vu en fait. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est d'oublier de mettre un point d'intérêt parce qu'il y a eu un ennemi ou un truc comme ça, et puis retrouver l'endroit où j'étais en fait. Et ça, c'est bien parce que ça donne vraiment cette vraie sensation de liberté, comme doit le faire tous les mondes ouverts. Oui, tout à fait. Après, il y a le monde ouvert à la Elden Ring ou à la Zelda Tears of the Kingdom, ou le premier, là, j'ai plus son nom. Comment il s'appelait le premier Zelda qui est un Breath of the Wild, ça y est, j'ai retrouvé tout seul comme un grand. Ouais. Donc c'est ce type-là de monde ouvert, et les autres, mais après moi je les mets pas forcément en opposition, c'est des propositions qui sont différentes, mais c'est vrai que comme toi je préfère le monde ouvert à la Elden Ring. Et pourquoi ? C'est parce que en fait il y a un tour de force incroyable, qui est quelque chose qui est pour moi vu seulement dans les Zelda que j'ai cités, c'est que dans ces immenses étendues, en fait on est beaucoup plus guidé qu'il n'y paraît, parce que From Software maîtrise à la perfection la suggestion par le visuel. En gros, on arrive dans une zone, ou on sort d'une zone, on est libre, sauf que visuellement notre regard va être attiré par quelque chose, parce que la direction artistique est faite ainsi, parce que le level design est fait ainsi, nous suggérant d'y aller, et en fait notre comportement en tant que joueur, c'est d'y aller. Donc en fait, il y a une certaine linéarité quand même qui est réelle dans ces jeux-là, mais qui est induite sans qu'on s'en rende compte par les effets visuels que l'on a dans le jeu. Et ça m'a d'autant plus marqué dans le DLC, qui est un peu plus condensé, et c'est là que j'allais parler un petit peu du DLC, parce qu'en fait, je trouve vraiment que dans Elden Ring, on enchaîne les zones sans s'en rendre compte, là où dans le DLC, c'est plus du coup resserré forcément. Les zones sont un peu moins franchement délimitées, je trouve, et surtout il y a dans Elden Ring il y a plusieurs niveaux, tu sais, il y a le monde d'en dessous, et tu vas dans les nuages à un moment, c'est symbolisé par des ascenseurs ou des téléporteurs. Dans l'extension, c'est beaucoup plus labyrinthique, les niveaux et les étages sont entremêlés entre eux. Je trouve ça un peu moins cloisonné, donc un peu moins balisé, tu vois. Ce qui, moi, m'a rendu l'exploration un peu moins fluide que dans le jeu de base. J'ai parfois vraiment galéré à trouver mon chemin, là où dans Elden Ring, finalement, assez peu, tu vois. C'est vraiment, il faut imaginer le DLC comme un millefeuille. C'est-à-dire que, pareil, c'est très bien, tout ce que tu vois, tu peux y aller, mais comment y aller, c'est vraiment un autre débat. C'est autre chose. C'est autre chose. Un peu comme les Dark Souls, au final, où dans les Dark Souls, justement, il y a plein d'endroits où tu pouvais aller, tu voyais un château au loin ou une montagne, mais le but, c'était de trouver comment y aller, en fait. Eh ben, très bonne comparaison. Ça ressemble beaucoup plus, c'est vrai, au premier Dark Souls, à la différence près où dans ce DLC, tu as des énormes étendues quand même. Donc, c'est-à-dire que tu as ce monde ouvert et cet embriquement un petit peu en millefeuille qui marche, je trouve, un peu moins bien que quand tu es dans une zone à la Dark Souls où tu es quand même des zones bien plus fermées et linéaires, interconnectées, d'accord, mais quand même plus linéaires. Donc, moi, j'ai eu ce sentiment un petit peu de frustration à explorer le DLC que j'ai pas eu dans le jeu, parce qu'en plus au début tu n'as pas de carte, la carte il faut la trouver, et sans carte franchement tu galères quand même beaucoup. Donc voilà, petit bémol que je mets sur le DLC, bien que attention, encore une fois on parle de très haut niveau, c'est parce que je pinaille un petit peu, surtout que si on veut suivre l'histoire, elle est très bien balisée, parce qu'on suit en fait Miquella, qui a lâché un petit peu des fragments, des artefacts de son corps, comme des reliques pour nous montrer le bon chemin. Donc c'est bien balisé, ça, on retrouve notre chemin, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce petit bémol quand même malgré tout sur le level design, qui pour beaucoup est une force. Moi j'ai vu que plein de gens l'ont mis dans les points forts. Moi j'ai pas retrouvé le côté fluide du jeu, et ça m'a un petit peu gêné. Surtout que ça doit être, on va dire, ça doit être une position complètement différente. Quand tu vois maintenant beaucoup de jeux, même dans un Resident Evil, dès que tu peux grimper sur un mur, t'as une ligne jaune. Là, le fait de se retrouver dans un jeu sans carte, labyrinthique, et tu vas pas retrouver ce type de gimmick, en fait, c'est vrai que ça doit faire un choc au début. Oui, et pour sans spoiler, certaines zones, je pense que sans guide, c'est extrêmement difficile. Moi, il y en a une, j'ai dû avoir un guide, vraiment. Je suis allé chercher sur Internet, ce que je déteste faire. Et le producteur lui-même le disait qu'en effet, l'accès à certaines zones n'est pas ouf. Donc, c'est vrai que parfois alambiqué. Et d'ailleurs, l'accès au DLC, pour moi, c'est un petit scandale, si on peut en parler. Il faut avoir fait 2 boss optionnels dans des zones un peu optionnelles rien que pour accéder au DLC. Ah ouais. C'est très compliqué. Faut le mériter, et je trouve que c'est... Ah ouais, faut le mériter, faut le savoir surtout. Donc je pense que c'est une très bonne métaphore de comment arpenter le DLC derrière, qui est un peu plus alambiqué selon moi. D'accord. Le deuxième pilier, l'art de se surpasser, l'art de braver les dangers.
l'art d'en baver aussi, mon cher Kira, mais l'art de nous récompenser. Donc je vais parler évidemment des combats. Donc les Souls-like sont des jeux exigeants, mais pour moi c'est de l'exigence bien dosée, parce que si on échoue, c'est généralement tout le temps de notre faute, et c'est là-dessus que c'est sur ce pari que ça fonctionne. Si on échoue parce que c'est mal calibré, parce que les boss sont durs à lire, parce que il y a des attaques qui sont injustes, ça ne fonctionnerait pas. Et c'est le problème de plein de Souls-like. Là où Elden Ring, comme les autres jeux de From Software, y parviennent, c'est parce que c'est bien dosé. Il n'y a pas ce sentiment d'injustice qui aurait complètement nui à l'expérience. Et donc, à savoir, est-ce que Elden Ring est dur ? Moi, à cette question, je répondrais que le jeu sait mettre en place plein de choses pour qu'on y arrive. C'est vraiment le From Software le plus accessible. Donc vraiment, je pense qu'il faut y aller et pas être inquiet de mourir. Parce que beaucoup de joueurs, je trouve, Kira, ont le sentiment que mourir est la symbolique de je sais pas bien jouer, ou mourir c'est parce que je suis nul, ou mourir c'est parce que... En fait, non. Il faut se dire que dans les Souls, mourir c'est une étape qui mène à la victoire, et c'est vraiment induit par le gameplay, c'est prévu pour. Tu vas mourir tout le temps que tu dois progresser et apprendre ton boss. Donc c'est pas une punition de mourir. C'est vraiment ça qu'il faut intégrer, je pense. Et quand on a fait tomber cette barrière, en fait, on meurt en boucle et on est content de mourir en boucle. Le truc, c'est que beaucoup de jeux actuels nous ont habitués à être le super-héros qui contrôle tout dans le jeu, en fait. Et même si certains jeux ont des pics de difficulté et peuvent être plus ou moins difficiles, on remarque que quand on compare aux jeux des années 90-2000 où la difficulté était plus vénère, hein, rappelle-toi de Super Ghouls Ghost par exemple, oui. C'est vrai que les gens se sont habitués, en fait. Et maintenant, le fait de mourir dans un jeu vidéo, c'est plus naturel et c'est pas normal. Alors que là, c'est volontaire, comme tu dis, c'est de l'apprentissage par l'échec, c'est en te trompant que tu apprends et que tu vas avancer, et surtout que tu vas te dépasser, en fait, où tu as vraiment la sensation de devenir ce héros. Quand tu vois maintenant certains jeux, des fois, moi je fais souvent le test quand je joue à un nouveau jeu, c'est quand il y a des ennemis, je pose ma manette pour voir ce qui se passe, et des fois tu t'aperçois que les ennemis t'attaquent pas. Et ça, clairement, tu fais pas ça dans Elden Ring ou dans un Souls. Tu poses ta manette, tu te fais ça dans direct. et ça, les gens ont pris l'habitude de ce truc-là, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça crée un sentiment de comment dire, quand tu les écoutes parler, t'as l'impression que les gens se sentent pas capables, en fait, parce que ils ont pas le mental, parce qu'il faut quand même du mental pour enchaîner des fois 50 tries sur un boss, mais je trouve que ça, ouais, je sais pas, ça dévalorise un petit peu. Oui, en fait, mais il faut vraiment s'extraire de l'idée que mourir est un échec. De mourir dans un jeu vidéo, c'est de l'apprentissage, en fait. C'est naturel, et Elden Ring vous le rendra bien. Donc je pense vraiment que Elden Ring est à la portée de tous. Je le dis, je le répète, parce que le jeu sait mettre en termes de gameplay plein de choses qui fonctionnent. On peut jouer un mage avec des sorts, ce qui rend le jeu très facile. On peut jouer au saignement. Enfin, il y a des techniques qui existent, il y a des guides pour vous aider. Enfin, tout le monde, je pense, peut jouer à Elden Ring. Ou à contrario, vous pouvez jouer sans bouclier, sans protection, rester niveau 1 le plus longtemps possible. Moi, c'est comme ça que j'aime jouer pour pimenter un peu l'aventure. De toute façon, depuis que j'ai joué à Sekiro, moi, je joue que à Sekiro dans tous mes jeux, donc sans bouclier, sans rien, et en full dextérité, tu sais, en esquive et tout. Et donc, sinon, c'est du action RPG finalement assez classique. On a nos armes, nos armures, on choisit nos compétences qu'on gagne des niveaux. C'est un déroulé assez classique. Il y a vraiment l'exigence des combats qui fait la singularité du jeu. Et dans le DLC, on est vraiment dans cette lignée, et c'est très bien parce que ça fonctionne bien, donc on garde ça. Le jeu va enrichir de moult armes, moult compétences, cendres de guerre, pouvoirs, sorts, magie, invocation. Donc le jeu, l'extension rajoute tout en mieux, donc c'est très bien. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Petite mention spéciale au bouclier Destock, qui est vraiment pour moi une arme qui permet d'allier défense et attaque. C'est la vraie nouveauté pour moi en termes de changement par rapport au jeu original. Mais encore une fois, il révolutionne pas les combats, mais est-ce que c'est grave ? En fait, non. Parce que
parce que c'est déjà une formule qui fonctionne très très bien. Après, chaque jeu n'a pas besoin d'une révolution en soi, parce que Elden Ring a déjà été une révolution pour From Software. Ce qui compte, c'est que le jeu fasse bien ce qu'il fait, tout en apportant suffisamment de nouveautés, en fait. Là, c'est le cas, on ne demande pas un Elden Ring 2, en fait, on demande juste un bon DLC d'Elden Ring, et je le mets en parallèle de Cyberpunk 2077, c'était pareil pour le DLC, le DLC n'inventait rien au final, mais changeait suffisamment le décor et apportait suffisamment de petites mécaniques, en fait, pour justement générer cet intérêt. Ouais. Tout à fait. Donc on reste vraiment là-dessus dans une continuité, c'est un gros point fort. Il y a un ajout qui est complètement dispensable pour moi, c'est que les niveaux que l'on a ne vont plus vraiment compter dans cette extension. Il y a un système de progression du personnage qui est propre au DLC, qui ne sert à rien en dehors du DLC, enfin en dehors de l'extension. Donc on va gagner en fait des petits collectibles à notre feu de camp ou à notre feu de grâce. On va pouvoir augmenter les deux systèmes de niveau, un pour la résistance, un pour la force. C'est assez obscur en fait, on voit pas trop l'implication de ce que l'on fait progresser dans nos statistiques, comme c'est pas matérialisé par des niveaux ou autres. C'est un peu bizarre, ça. Moi, j'ai trouvé que la magie opérait un petit peu moins sur ce truc-là, mais c'est assez dispensable. Enfin, voilà, dès que vous collectez les trucs, vous montez les niveaux sans trop savoir et ça va marcher. C'est la seule petite nouveauté, tu vois, qu'ils ont ajouté que, franchement, j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Dit comme ça donne un petit côté standalone, c'est bizarre. Ouais, parce qu'en plus, c'est ce que tu vas monter, ces niveaux-là, ont pas d'implication dans le jeu de base, ça sert vraiment que pour le DLC. D'accord. Donc vraiment je te dis c'est un move un peu bizarre. Sinon ils ont rajouté plein de boss très cool, enfin voilà, vraiment tout l'aspect combat c'est du très haut level, il n'y a pas de débat. Et enfin le troisième pilier, donc on a parlé de l'exploration, de la direction artistique et des combats. Moi c'est le lore, donc l'univers, donc c'est là où c'est peut-être la partie la plus technique en soi, mais en fait, l'univers, le scénario, le monde qui entoure Elden Ring, on peut complètement passer à côté. Mais vraiment comme dans tous les Dark Souls, alors que c'est d'une incroyable richesse, vraiment c'est un lore de ouf. Mais ça demande un effort du joueur parce qu'il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas ou peu de dialogue et quand il y en a, on comprend rien et c'est normal. Enfin, c'est voulu, en tout cas, c'est normal, je sais pas, mais c'est voulu. Mais pourtant, l'univers est absolument incroyable. Donc là, le DLC se situe dans une époque très ancienne par rapport au jeu de base, donc c'est plutôt sympa. Où on va suivre surtout un peuple, les Kérastiens, donc qui sont arrivés avant l'Ordre d'Or. Donc l'Ordre d'Or, c'est un peuple qu'on suit beaucoup plus dans Elden Ring. C'est mon peuple. Donc là, on suit un... oui, certainement. Le Kérastien. Mais le Kérastien, c'est Kérastien. Et ça, c'est un peuple, je te dis, très ancien. Après, faut pas trop que tu t'assimiles à eux parce qu'ils sont un peu dégueulasses, ceux-là. Ils ont des cornes, ils ont des excroissances un peu bizarres, ce qu'on appelle des creusets. Et c'est un peuple qui a fait subir... c'est un peu dégueu. C'est un peuple qui a fait subir une oppression au peuple des chamans. Peuple des chamans qui ont vu naître Marika. Donc Marika, tu te situes comment en termes de lore à Elden Ring, Kira? T'es bien ou t'es fébrile? Moi, je suis bien. Donc Marika, c'est le personnage le plus central d'Elden Ring, celle qui fonda l'Ordre d'Or justement, celle qui détruisit le cercle d'Elden Ring, mais surtout qui va sceller la rune de la mort. Donc un personnage très très central dans cet univers, mais qui finalement était très peu développé dans le lore de base. On savait, on connaissait ses enfants, Michaela, Maliena, mais on n'en savait finalement pas trop, à part le fait qu'elle avait volé aussi le mari d'un autre, Renala, enfin bref, il y a des histoires de couple aussi là-dedans. Mais le DLC, ce qui est génial, Kira, si on aime le lore, et j'arrête là pour les éléments de lore parce que je vais perdre ceux qui n'ont jamais joué à Elden Ring, mais l'énorme point fort, c'est qu'on développe complètement ce personnage de Marika. On découvre Messmer, qui est un de ses fils, qui a fait la purge du feu, des trucs assez dingues. En termes de lore, c'est d'une richesse absolument incroyable. Et là, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai pris énormément de plaisir à lire les descriptifs des objets. C'est ça qu'il faut faire. Faut lire les descriptifs des objets. Et aussi, autre truc incroyable, et c'est là où ils sont trop forts, From Software, c'est que l'objet que tu vas récupérer, il faut regarder aussi l'environnement dans lequel tu le récupères, les statues qui sont à côté, et ça va venir compléter le descriptif de l'objet pour bien comprendre où le situer. C'est la narration par l'objet, tout à fait. En fait, ce niveau de détail, je ne l'ai jamais vu dans aucun jeu vidéo, à part ceux de From Software. C'est tellement que c'est brillant, franchement, c'en est assommant. Tu vois, étourdissant.
Ouais, étourdissant, exactement, c'est le mot que je voulais dire, c'est même mieux qu'assommant. C'est étourdissant de se dire qu'ils ont créé des interconnexions là-dedans avec des mythes qui sont sortis de leur chapeau, tu vois, tout ça c'est très nouveau, c'est eux qui l'ont inventé. Et sans cinématique, enfin, c'est incroyable. Et le DLC, pour moi, pour les amoureux de l'histoire d'Elden Ring, il est tout simplement indispensable. En fait, essentiel. Ouais, vraiment. En fait, il justifie, si on aime l'histoire, à lui seul, ça justifie l'acte d'achat. Pour te dire, parce que, ouais, on suit l'histoire de Marika, qui est un personnage absolument incroyable, avec ses vassaux, on suit toutes les dingueries qu'elle a faites, l'Ordre d'Or, les Chevaliers de Feu, enfin, il y a plein de trucs à suivre qui sont absolument incroyables. Et en plus, ça met vraiment en avant le savoir-faire de From Software dans la narration, par l'objet, par l'architecture, par les environnements. C'est franchement, Kira, je te dis, j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. C'est de l'œuvre d'art. À ce niveau-là, j'ai l'impression de regarder, tu sais, des tableaux de ouf, tu vois, où t'as tout un tas de détails partout. Enfin, c'est de l'œuvre d'art. J'ai pas d'autres mots. La même sensation que quand tu lis un manga Berserk. Ouais, oui, en plus. L'amour entre Berserk et Elden Ring est très fort avec l'univers de Miura, du coup l'auteur de Berserk. D'ailleurs, on a l'épée de Berserk, on a l'armure de Berserk, on a des environnements qui font énormément penser. Et je vais te dire aussi quelque chose qu'il y a dans ce DLC qui m'a frappé, Kira, c'est qu'à un moment, tu arrives dans une zone, elle s'appelle la zone des chamans ou le village des chamans, donc il n'y a pas de chamans d'ailleurs, je te dis, hein, c'est ce que dans le lore c'est un peuple qui est auto-oppressé, qui finissent dans les jarres, tu sais, les bonhommes jarres là et tout. En fait, les chamans, ils les découpent en petits morceaux, ils les mettent dans les jarres, en gros, hein, pour faire. Donc voilà le niveau d'oppression pour ce peuple. Sauf qu'à un moment, t'arrives dans bonne ambiance. T'arrives dans une zone, petite musique toute douce, hyper colorée, rayons de soleil, papillons, des oiseaux qui volent dans le ciel. Tu te dis, mais je suis où là? Et en fait, ils ont créé une petite bulle, un peu comme ils ont fait Berserk avec leur arc féerique, tu vois. Ils ont créé une bulle où en fait, tu te dis, mais en fait, From Software, vous savez faire des jeux magnifiques, vous savez faire des jeux poétiques, des jeux où il y a de l'amour, où il y a, tu vois, t'avais envie de pique-niquer dans le truc. Et là, je me suis dit, dans ma tête, mais en fait, faut que From Software, ils lâchent un moment un peu le côté sombre et glauque et ils nous font, tu vois, du Seigneur des Anneaux, mais vraiment adapté. J'aimerais trop le Seigneur des Anneaux à la sauce From Software, mais pas en mode déprimé, plutôt en mode féerique, héroïque, épique. Et je me dis, il serait tout aussi incroyable là-dedans, tu vois. Dit comme ça me rappelle, tu sais, la fameuse zone qu'ils avaient sortie dans Diablo 3. Tu vois de quoi je parle, la fameuse zone avec des licornes, oui, c'était un troll. Avec des licornes, des arcs-en-ciel. Tu joues à Diablo 3, je crois que c'était une zone que tu débloquais dans une autre zone justement optionnelle, et d'un coup tu te retrouvais, t'étais plus dans le même univers. Ouais, mais ça m'a saisi. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été saisi, et parce que vraiment c'est très bien fait. Je te dis, c'est hyper beau, c'est très poétique, et je me dis, ils ont vraiment de l'or dans les mains. Ils ont un niveau artistique qui est pour moi inégalable. Tu vois, je le dis, c'est les meilleurs. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord. Certains éditeurs devraient en prendre de la graine. Mais est-ce qu'on peut, tu vois? Parce qu'à ce niveau-là, je te dis, pour moi, c'est de l'art. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et c'est assez fou. Je pense que déjà, il faut une belle vision d'ensemble, en fait. Et aussi, quand tu regardes un jeu From Software, c'est qu'ils vont pas dans le sens du marché, ils vont à contre-courant. Ils ont envie de faire un type de jeu, ils le font. Bon, maintenant, c'est devenu à la mode, mais avant ça, c'était pas le cas. Et en fait, ils ont créé le jeu qu'ils voulaient au départ, je pense, sans avoir les considérations marketing, tu vois, toutes ces petites choses-là. Et c'est ce qui fait la force de leur jeu, justement, c'est qu'il y a une réelle vision derrière et des gens qui travaillent à cette vision. Ouais, c'est possible. Il y a une vision d'auteur, quoi. C'est ça, t'as quelqu'un qui tient un cap et qui sait précisément où il va, comment il veut le mettre en scène. Et non, c'est assez dingue. Petite mention pour les quêtes des PNJ, donc les quêtes des personnages non joueurs dans les jeux From Software, c'est toujours un délire. Très dur de s'y retrouver. Il faut souvent parfois céder, mais elles sont absolument grandioses. Et c'est d'ailleurs ces quêtes qui nous emmènent vers les zones pour découvrir les zones. Elles nous aident un petit peu, ces quêtes de personnages. Elles nous font découvrir des pans de scénario qui sont incroyables. Donc Sainte Rita par exemple, les histoires de Marika, je l'ai dit, un lien avec Meliana de Elden Ring, enfin des trucs assez fous. Donc les quêtes de personnages sont à faire absolument, tout aussi cryptiques que dans les autres, mais passionnantes. Et enfin, avant la conclusion, il n'y a pas de trophée dans ce DLC, ça m'a surpris. Bon, pas de trophée. Ah oui, c'est bizarre. Pas de trophée, quoi. J'étais un peu déçu. J'ai fini l'histoire en 16 heures. J'ai mis 25 heures à faire le 100% avec tous les boss et toute la map. Sachant que quand j'ai dit ça, je me suis fait insulter sur Twitter. Donc bon, visiblement,
C'est plutôt 40 heures, mais moi je l'ai fini assez vite. J'ai fait 6 essais au boss de fin, donc 3 essais avec mon build classique et 3 essais avec le bouclier Destock que je citais, donc c'est une arme absolument à tester si vous êtes sur le DLC. Donc voilà pour les petits détails techniques. Et en conclusion, que dire ? From Software donc, nous livre une magnifique extension, un prolongement du jeu, donc qui est tout aussi magnifique d'ailleurs que le jeu. Enfin vraiment c'est un quasi sans faute. J'avais quelques bémols vis-à-vis d'Elden Ring, je les ai cités, mais ça n'enlève rien vraiment à la superbe du jeu, à l'amour inconditionnel que j'ai pour ce studio, qui m'a rendu parfois peut-être un peu titillon, mais c'est parce qu'ils font un travail d'une telle qualité que moi il y a des petites choses qui me sautent encore un peu aux yeux en comparaison avec les jeux d'avant. Mais en tout cas l'extension est indispensable si on aime Elden Ring. Elle ajoute ce qu'il faut, elle ne change pas drastiquement nos habitudes, elle ne révolutionne rien, mais franchement c'est pas ce que j'attendais d'elle. Moi, la seule nouveauté qu'ils ont vraiment intégrée, c'est un level design plus en millefeuille, comme j'expliquais, qui m'a pas trop plu. Donc, ils auraient pu vraiment rester dans la veine du jeu, ça m'allait très bien. Mais en tout cas, bravo à eux. C'est un chef-d'œuvre autant que le jeu de base. Ça me rappelle un test que tu avais fait, c'était celui de Zelda TOTK, et tu m'avais dit que quand tu es dans le monde souterrain, pareil, le level design était un peu entremêlé. C'est un peu le même principe, en fait. En fait, là, ce qui est vraiment plus moi où ça bloque, c'est sur l'accès à ces zones que je trouve trop alambiquées, labyrinthiques, qui m'a fait pester, tu vois. C'est pas tant quand t'es dedans, mais c'est vraiment y accéder qui est une tannée. Là où je te dis, c'était plus segmenté, ascenseur, téléporteur dans le premier. Là, il faut trouver des petits chemins, des corniches, des machins. Wow, c'était un peu relou parfois. Et parfois, l'accès était complètement caché derrière un truc secret. Enfin, c'est plus l'accès, si tu veux, qui était alambiqué, tout comme l'accès à ce DLC qui l'est tout autant. Ouais, je vois. Donc voici pour la chronique assez dense, mais qui nous a... Voilà, on n'avait jamais parlé d'Elden Ring, donc c'est presque une chronique, enfin 2 chroniques en une, donc pardonnez-nous. Et Kira, tu vas nous parler de quelque chose que tu aimes tout autant, Lovecraft, mais en particulier une adaptation de Lovecraft qui était quand même assez risqué sur le papier, du manga Lovecraft, tu vois, de base c'était, wow, tu te dis dans quoi on se lance. Exactement, c'est d'ailleurs toi qui m'as fait connaître cette collection, et à l'heure actuelle c'est le seul manga que j'achète. C'est vrai que je suis pas un gros consommateur de manga, j'aime les regarder en animé, ça c'est indéniable, mais je les consomme pas beaucoup en manga papier, et c'est la seule collection que je continue et que j'achète à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, bien que là en ce moment j'en ai 2 de retard, il va falloir que je me bouge, mais c'est une œuvre, enfin c'est une collection que j'avais envie de vous parler, car c'est une collection que je trouve vraiment admirable, et surtout Lovecraft c'est un de mes auteurs préférés, que ce soit ses nouvelles, du coup ses mangas, ou même pour certaines adaptations cinéma, même si on n'a pas tant que ça. C'est un écrivain qui est aussi à la mode en ce moment, faut dire ce qui est, et surtout l'œuvre de Lovecraft parsème la pop culture un petit peu partout en fait. Il y a énormément d'inspiration de Lovecraft dans beaucoup d'œuvres. Par exemple, j'adore Conan le Barbare qui est de la dark fantasy, et il se trouve que Howard l'auteur était une connaissance très proche de H.P. Lovecraft, et du coup leurs 2 œuvres ont des petites influences mutuelles, et au final je m'aperçois que même avant de connaître même Lovecraft, je connaissais déjà une partie de son univers. T'avais des codes, parce que Lovecraft finalement il a créé un mythe, surtout au-delà de ses œuvres, c'est qu'il a créé un mythe qui a été beaucoup repris et inspiré. C'est ça, tout à fait. Donc avant de commencer ma chronique, je vous ai sélectionné une petite musique. Si vous savez d'où vient cette musique, n'hésitez pas à nous le dire, donc ça va être plutôt sympa. Collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc Gutanabe a découvert les œuvres de Lovecraft en 2005, à une période où il cherchait des histoires de monstres sans issue positive. Il en avait marre de tout ce qui était happy end et histoire, on va dire, très manichéenne. Il avait envie vraiment de renouveau là-dessus. Et c'est son éditeur qui lui a alors présenté le mythe de Cthulhu, et ce fut un choc. Tanabe a immédiatement été captivé par les écrits de Lovecraft, notamment par les personnages qui perdent tous espoir et qui sombrent dans la folie au gré de l'avancée de ces fameuses histoires.
En 2007, Tanabe publie The Outsider, une adaptation libre de la nouvelle Je suis d'ailleurs de Lovecraft. Ce premier essai marque le début de son aventure dans l'univers Lovecraftien. Il continue ensuite avec d'autres œuvres, notamment La couleur tombée du ciel, qui est le premier que j'ai acheté d'ailleurs de cette collection, et celui qui hantait les ténèbres, qui est sorti en 2016. Mais la véritable consécration vient de la publication des Montagnes hallucinées en 2018, donc en deux bons gros tomes en fait, qui inaugure cette fameuse collection, donc les chefs-d'œuvre de Lovecraft, d'où mon titre. Cette série est publiée par Kihon en France et reçoit un accueil enthousiaste de la part des critiques et des lecteurs de par le soin de chaque édition. Donc chaque édition a une couverture en cuir du plus bel effet. D'ailleurs, la qualité des œuvres proposées, les adaptations, mais même les impressions en elles-mêmes sont de très haute qualité. Elles sont magnifiques. Les éditions sont incroyables. Exactement. Et surtout, dans une bibliothèque, ça fait quand même son petit effet. Ouais. Faut dire ce qui est. La collection a rapidement gagné en popularité, non seulement pour sa fidélité aux œuvres originales de Lovecraft, mais aussi pour sa qualité artistique des dessins de Tanabe. Son style réaliste et lugubre a su capturer l'essence des récits originaux, et il fait de chaque volume, en fait, on va dire, un véritable objet de collection. Mais comme tu en parlais tout à l'heure avant ma chronique, adapter H.P. Lovecraft présente plusieurs défis assez retors. Tout d'abord, l'univers Lovecraftien repose souvent sur l'indicible et l'innommable. C'est des concepts qui sont quand même difficiles à traduire visuellement ou même littéralement. Les descriptions de Lovecraft sont souvent vague et mystérieuse, et ça laisse beaucoup, ça fait travailler l'imagination du lecteur. Ouais, c'est vrai. Ce qui complique une représentation fidèle dans d'autres médias. Beaucoup de films se sont cassés les dents à cause de ça. Ensuite, les récits de Lovecraft sont souvent introspectifs et psychologiques, donc ça explore les peurs profondes et existentielles de ces personnages. Cette dimension psychologique est difficile à capturer sans perdre l'intensité et la subtilité des émotions décrites. De plus, les histoires sont généralement courtes mais assez denses, ce qui nécessite des ajustements narratifs pour les adapter à d'autres formats. C'est vrai qu'on reste sur du format papier, c'est une nouvelle, mais là on passe quand même sur un format manga, on va dire, donc c'est un art qui est plus visuel, et donc là ça demande quand même un certain degré d'adaptation, en tout cas. Enfin, l'univers Lovecraft est imprégné d'une atmosphère particulière marquée par une sensation de malaise et de terreur cosmique. Recréer cette ambiance nécessite une maîtrise artistique et technique considérable, que ce soit à travers les dessins ou pour un film, les effets spéciaux et la musique. Tu te rappelles, on avait vu La couleur tombée du ciel. Oui. Et le principe de La couleur tombée du ciel, c'est que c'est une couleur, en fait, qui n'existe pas et qui est indescriptible. Donc tu regardes un film avec une couleur qui n'est pas censée exister, c'est compliqué. Et pour le film, ils avaient trouvé la technique en fait d'utiliser un système d'ultraviolet pour donner une couleur, on va dire violet fuchsia très très forte, mais où ça, on va dire avec des teintes qui vont changer d'une certaine manière pour que le cerveau, on va dire, le comprenne différemment. Et ça, c'est difficile à rendre en fait. Autant à l'écrit, tu peux te l'imaginer, autant le voir, c'est assez compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. Ouais. J'avais pas trop aimé moi ce film d'ailleurs, mais disons que ça reste une adaptation. Moi, j'ai bien aimé. Ça reste une adaptation. C'est pas la même période et tout, mais ça reste malgré tout fidèle. C'est une autre vision, on va dire. Comme je le disais, adapter Lovecraft demande une compréhension profonde de son œuvre et une grande créativité pour traduire l'indicible en images et en son, pas en son, mais en conservant, on va dire, toute l'horreur et toute l'imagerie de l'auteur, mais surtout ce genre d'imagerie qu'on doit s'imaginer nous-mêmes en fait. Donc c'est d'autant plus difficile. On doit retranscrire ce que nous dit l'auteur et aussi ce que les gens se sont imaginés en lisant cette œuvre. Donc c'est un travail qui est très très casse-gueule, et là-dessus, au niveau des dessins, je trouve qu'il s'en sort de façon remarquable. L'utilisation des ombres et des détails, ça crée une atmosphère sombre et oppressante. Son style réaliste et minutieux capture parfaitement les expressions de peur et d'angoisse des personnages, ainsi que les décors très très détaillés, qu'ils soient terrestres ou cosmiques, donnent un côté peinture un peu malaisante par moments. Il y a également un découpage assez cinématographique qui renforce l'immersion et le suspense, et ça fait pour moi de chaque planche comme une œuvre d'art à part entière en fait. Ça a été largement salué par la critique d'ailleurs, et c'est pour ça moi je trouve que c'est d'une beauté terrifiante en tout cas.
L'auteur maîtrise également parfaitement le rythme de ses récits, il prend le temps de poser l'ambiance et de développer des personnages, ce qui permet une montée en tension progressive et efficace. Ça reste malgré tout assez lent, hein. Les œuvres de Lovecraft, c'est pas quelque chose qui va se lire en 2 minutes, ça demande une certaine ambiance, de se poser, enfin on fait pas ça dans un métro, quoi, concrètement. Ce qui est l'inverse du manga, du coup, parce que le manga, lui, doit plutôt être très efficace, ou de capter l'attention tout le temps, autant par le dessin que par le récit. Donc c'est là où il est d'autant plus fort, c'est que ces 2 œuvres, normalement, pas qui s'opposent, mais en tout cas qui n'ont pas les mêmes codes, quoi. Exactement, parce que les mangas de base, dans 90% des cas, ont été faits de telle façon à ce que ce soit souvent des sorties hebdomadaires, chapitre par chapitre. Donc ça les oblige à avoir toujours de quoi attirer l'attention et de donner envie au lecteur de revenir sur les chapitres suivants. Là, comme l'histoire a déjà été écrite, hors de question de les sortir chapitre par chapitre, il sort son tome intégral. C'est pour ça que le rythme de lecture de ces livres-là, en fait, sont totalement différents des mangas habituels. On le ressent surtout dans Les Montagnes Hallucinées, tu vois, où le suspense est maintenu tout au long des 2 tomes, avec les fameux passages en voix off coutumiers du genre, et c'est souvent très intéressant car il y a des gros plans sur les environnements, les visages ou les objets, ce qui nous oblige aussi à détailler chaque page, en fait. Donc ça reste fidèle au livre de Lovecraft, tout simplement. Je vais conclure les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gou Tanabe est à mes yeux une collection incontournable pour les fans de Lovecraft, mais surtout de manga. Tanabe a su capturer l'essence des récits de Lovecraft tout en y ajoutant sa propre vision artistique, créant ainsi des œuvres qui sont à la fois fidèles, mais qui ne sont pas élitistes aussi. Et ça, c'est très important parce que pour beaucoup, quand on essaye de lire du Lovecraft, ça peut être pompeux, ça peut être un peu chiant, donc on n'a pas ce côté élitiste. En fait, on va dire que ça a été vulgarisé, mais dans le bon sens du terme. De plus, la qualité des dessins, la maîtrise de la narration et les éditions qui sont quand même super soignées font de cette collection une réussite totale à mes yeux, encore une fois. C'est le fruit d'une rencontre passionnée entre un mangaka talentueux et l'univers unique de Lovecraft. Moi, c'est une collection donc qui me séduit et qui séduit de plus en plus. Pour l'instant, il y a 11 tomes et elle continue donc d'être alimentée par les nouveaux récits au gré de l'avancée de Gou Tanabe, en tout cas. Eh ben écoute, franchement, bravo, parce que comme tu le dis, autant pour Gou Tanabe, là, notre cher mangaka, c'est pas facile d'adapter l'indicible et l'indescriptible de Lovecraft au travers des dessins. Autant en parler en podcast, c'est très difficile aussi parce que sans montrer, et surtout Lovecraft, il a tout basé sur le ressenti donc de son lecteur, le ressenti de ses personnages, et le ressenti, c'est souvent ce qui est le plus dur à retranscrire à l'audio comme on le fait. Mais tu as très bien décrit, en tout cas moi, le sentiment que les livres m'ont donné, parce que j'en ai aussi une partie, parce que la collecte est magnifique, mais c'est qu'il a réussi en tout cas à capturer l'essence de Lovecraft, à l'adapter à son média et nous faire ressentir les mêmes choses, la tension, l'indicible, tout ça. Donc ouais, franchement, bravo, c'était très très intéressant. Surtout qu'en plus les œuvres de Lovecraft, en fait, ça vient surtout titiller ton cerveau reptilien, en fait. Ça va te faire travailler, mais plus au niveau du subconscient. C'est-à-dire tu vas être dans un état assez particulier quand tu vas les lire, parce que ça reste quand même des choses souvent assez malaisantes, et c'est décrit de telle façon qu'on a l'impression que c'est vrai. C'est souvent on va dire agencé comme des livres qui ont été, enfin toi, on va dire pas des livres, mais des petits carnets de notes que des personnes auraient laissés, et comme si c'était une histoire vraie qui était vraiment arrivée, en fait. Et donc du coup la frontière entre la science-fiction et l'horreur est tout de suite beaucoup plus opaque, on va dire. Et donc d'ailleurs ça clôture notre émission, cher Kira. As-tu des petits big up à faire à nos auditeurs? Là, comme ça, non, parce que l'on enregistre 2 épisodes en 3 jours. Donc, c'est vrai que là, quand vous avez écouté l'épisode, Sid sera en vacances et ira se dorer la pilule au Baléares. Ouais, mais en attendant, voilà, donc j'ai rien noté en tout cas. Alors, on a reçu 2 formulaires, mais pareil, j'ai que 2 big up. J'ai Benji qui nous conseille le jeu Expérience 112 et il avait des petites questions sur Pokémon, donc je t'ai pas encore répondu, mais je pense qu'à l'heure où t'écouteras le podcast je t'aurai répondu, enfin on t'aura répondu. Et Clovis Gagné aussi qui nous faisait un petit coucou du Québec avec un long message tout gentil, donc salut cousin québécois. Salut cousin québécois et bonjour à tous où que vous soyez, vous êtes nombreux à nous écouter aussi à l'étranger, donc merci de votre soutien. Et Kira, je te laisse le mot de la fin.
Vends-nous du rêve pour la prochaine émission, Vladi. Alors, la prochaine émission, ça sera Star Wars Outlaws pour mon test de la semaine. D'ici là, en plus, j'aurais joué à d'autres jeux, j'aurais vu des films, j'aurais lu des livres, ce que je vous conseille également de faire. Et je vous dis ciao, en tout cas, la semaine prochaine. Ciao.